Ma vie, ma Tunisie. Témoignage du beau-frère de Salah Karkar, ex-dirigeant d'Ennahda. Écrit par Massine Kevin Labidi. Livre sponsorisé par MCAN. Mouvement du changement d'Afrique du Nord. Site web, mcantimes.com. Une enfance chaotique. La politique de Bourguiba. Certes, Habib Bourguiba était ébloui par l'Occident, vu son éducation francophone. Avocat formé dans les années 1920, il milita à son retour en Tunisie dans le milieu nationaliste constitué de 3 groupes. Les islamistes guidés par les Tchèques de Zitouna et les imams. Les pro-arabes guidés par les nationalistes arabes orientaux. La gauche guidée par la syndic des travailleurs. Tous ces groupes militaient pour l'indépendance militaire et surtout culturelle de la Tunisie, alors que le bey et son entourage, les francophones, les riches et les intellectuels, étaient pour le protectorat français et, en 1934, à 31 ans, Bourguiba créa le Néo-Destour. Ce mouvement pour l'indépendance militaire de la Tunisie considérait cependant la France comme l'exemple à suivre. En tant qu'allié de l'Occident, la Tunisie ferait partie des pays développés. Pour cela, il fallait ménager les intérêts français et présenter la Tunisie indépendante comme une alliée sûre de l'Europe. Mais il fallait aussi adapter ses valeurs à la société tunisienne et prendre en compte la composition du peuple tunisien, ce qui ne pouvait se faire qu'avec une force militaire territoriale. Le nationalisme bourguibien apportait du nouveau. L'idée d'une indépendance militaire sans fracture économique et culturelle réunit les possédants et les intellectuels, et même les modernistes et les nationalistes. Bourguiba convainquit la classe politique française de son projet, arracha l'indépendance de la Tunisie le 20 mars 1956 et devint le maître du peuple tunisien tout entier. Une unité que la France n'avait pu obtenir depuis 1981 sous son protectorat. Selon Bourguiba, ce qui empêchait la Tunisie d'arriver au stade des pays dits civilisés, c'était son islam archaïque. Il fallait réduire l'importance des écoles coraniques et œuvrer pour une éducation à l'occidentale. Dès l'indépendance, l'accent fut mis sur le développement du système éducatif. Le budget alloué à l'éducation nationale ne cessa de croître pour atteindre 32% en 1976. L'école devint publique, gratuite et obligatoire, y compris pour les filles. Au temps du protectorat français, l'enseignement, d'un niveau égal à celui de la France, n'était accessible qu'aux couches citadines supérieures. Bourguiba l'étendit à tout le territoire, prenant en compte la composante rurale de la population. De plus, il intégra au système éducatif national l'enseignement de l'islam, le modernisant et réduisant l'influence des écoles coraniques. La constitution moderne qu'il institua abolit la confusion entre loi islamique et civile. Il mit fin à l'influence des religieux sur la magistrature en instaurant des cours de droit civil. En 1958, l'enseignement arabe de l'université Zitouna fut unifié au système éducatif bilingue. Il interdit la polygamie et appela à l'égalité entre l'homme et la femme. Il déconseilla aux femmes l'usage du sefsari et l'interdit dans l'administration publique. Les femmes devinrent électrices et éligibles dès 1957, du jamais vu dans le monde musulman, sauf en Turquie. Ces avancées, les Tunisiennes en tirent jusqu'à aujourd'hui une grande fierté. Enfin, s'insurgeant contre les mentalités rétrogrades, comportements archaïques et tares hérités du passé, responsable de la misère, il s'attaqua à l'un des points les plus sensibles de l'observance religieuse en terre d'islam. Le jeûne du Ramadan. Le 5 février 1960, à 3 semaines du mois sacré, dans un discours destiné au cadre du Néo-Destour, le parti unique de l'époque, il invoqua devant ses auditeurs sidérés le droit d'interpréter le Coran, rappelant que le prophète avait mangé à Ramadan pour combattre l'adversaire. Moi aussi, je vous dis de ne pas observer le jeûne pour pouvoir affronter votre ennemi, qui est la misère, le dénuement, l'humiliation, la décadence et le sous-développement. Au moment où nous faisons l'impossible pour augmenter la production, comment se résigner à la voir s'effondrer pendant tout un mois pour tomber à une valeur voisine de 0? Que vous soyez militaire, fonctionnaires ou étudiants, j'exige que vous ne manquiez pas à votre devoir. Les horaires administratifs et scolaires ne seront donc plus aménagés en fonction du Ramadan. Je ne fais qu'interpréter le message du Coran. Je déclare que telle est mon opinion personnelle. Si vous n'êtes pas convaincu, libre à vous de ne pas l'adopter. Bourguiba revendiquait sa propre interprétation de l'islam influencée par des auteurs croyants favorables à l'évolution. Pour lui, Mohammed avait prêché pour des tribus qui s'entretuaient. Tout ce que l'on devait emprunter à ce temps-là, c'était le combat contre l'ignorance et la bêtise.
Malgré les manifestations en faveur du jeûne du Ramadan qui éclatèrent le 17 janvier 1961, notamment à Kairouan, où elles dégénérèrent en affrontements sanglants, il enjoignit en février 1961 ses concitoyens d'abandonner ce jeûne pour combattre le sous-développement. Et en mars 1964, en plein carême, il enfonça le clou en buvant ostensiblement à la télévision un verre de jus d'orange en pleine journée. Depuis, aucun autre chef d'État musulman n'a eu un tel culot pour bousculer les traditions. Cette politique fit évoluer les Tunisiens. Ma mère considérait Bourguiba comme le père de la Tunisie moderne. Mais cette politique ulcérait les conservateurs, les islamistes et les pro-arabes. Les Tchèques de Zitouna surtout voyaient s'affaiblir leur domination religieuse sur les masses. Pour eux, Bourguiba était un ennemi d'Allah. Il vendait le pays à l'Occident. Il allait détruire l'identité arabo-musulmane, la racine de notre peuple. Ils oubliaient que l'histoire de la Tunisie ne se limite pas à la période arabo-musulmane, et que cette dernière période a coupé au contraire la Tunisie de ses origines amazighes et de son histoire multiculturelle en lui imposant la culture et la religion arabe. Contrarié par la montée du nationalisme arabe venant d'Égypte, Bourguiba gagna ce combat en détruisant en Tunisie le courant de Salah Ben Youssef, qui noyautait l'arabisme au niveau de chaque pays. Avant l'union de monde arabe, il voulait le progrès. Pour lui, le combat était culturel et économique. Après l'éducation et le progrès économique, la démocratie était la troisième étape qu'il réservait à son peuple. Pour cela, on peut concéder qu'il fut pour la Tunisie un père sévère, autrement dit un bon dictateur qui la dirigea selon un seul objectif, en faire un pays souverain dans la limite de son territoire et de ses frontières. Avant l'occupation française, la Tunisie, bien qu'appartenant à l'Empire ottoman, était déjà relativement indépendante. Le ministre Khaireddin Pacha avait fait des changements radicaux dans le système éducatif, pour l'ouverture du pays à l'Occident et en faveur des marchés occidentaux. Cela aboutit au protectorat français. La France influait beaucoup sur la mentalité tunisienne. Elle ne pouvait pas l'européaniser en profondeur, vu l'opposition farouche des islamistes et les oulémas du Zitouna. Mais l'introduction des sciences exactes au sein de l'université permit la montée de quelques intellectuels. Mohamed Tahar Ibn Achour, Tahar Haddad et d'autres cherchèrent une voie d'équilibre dans la double obligation d'évoluer et de conserver l'identité culturelle. Les Tunisiens eux-mêmes adoptèrent volontiers certains aspects, la culture européenne, même si les islamistes attribuèrent cela uniquement à Bourguiba. Ce qu'accomplit ce dernier pour la libération de l'emprise religieuse, l'égalité des sexes et l'éducation, nul ne peut le nier. Le modèle occidental apporta beaucoup concrètement sur le plan social et intellectuel. Le seul autre président dans le monde arabe musulman qui eut cette audace fut Atatürk. Ce qu'ils accomplirent en leur temps serait impossible aujourd'hui car la situation a changé à l'extérieur comme à l'intérieur de nos pays, mais c'était alors la meilleure chose à faire. Aujourd'hui, la Tunisie et la Turquie sont une exception dans le monde musulman. On peut critiquer leur politique, mais ce sont les pays les plus évolués par leur tolérance, leur ouverture d'esprit et leur niveau d'éducation. La Tunisie est plus évoluée socialement, la Turquie politiquement. La société turque a peu changé mais dispose d'institutions gouvernementales solides. En revanche, la mentalité des Tunisiens est plus évoluée, mais leur gouvernement et leur classe politique sont aussi précaires que dans les autres pays musulmans. Ces deux nations qui ont suivi le modèle occidental pour échapper à l'archaïsme montrent par là leur caractère propre. Vu son âge, Bourguiba ne vit pas le progrès économique se concrétiser. La Tunisie passa à cette étape après l'arrivée de Ben Ali. Sous le mandat de celui-ci, la société tunisienne se décomposa. Il bousilla le secteur éducatif en l'arabisant. On vit la censure s'installer et l'économie stagner sous le joug mafieux de ses proches. La corruption au niveau étatique, la dégradation de l'éducation, l'injustice sociale et l'état militaire détruisirent les avancées obtenues. Les principes démocratiques étant difficilement compatibles avec la pauvreté et l'ignorance, cela conduisit à l'abandon du projet démocratique avec les élections de Ben Ali à 98% en 2009. L'annonce d'un nouveau mandat en 2014 conduisit au soulèvement qui chassa la famille Ben Ali. La situation déplorable laissée par eux après leur fuite permit aux islamistes d'arriver au pouvoir et de détruire le peu qu'il restait de la Tunisie moderne. La question est de savoir si le peuple tunisien était alors prêt à vivre dans la liberté. Personnellement, je ne le crois pas. Pas tant que la religion passe avant le reste. Le désarroi actuel du peuple tunisien me rappelle le naufrage de ma famille, malgré tout ce que ma mère a fait pour que ses enfants accèdent à l'indépendance. Quand l'islamisme est aux commandes, il faut s'attendre au pire,
quelle que soit l'éthique affichée. Mohamed, à ses débuts, était pour la différence et le droit de chacun. Mais une fois au pouvoir, il s'est transformé en monstre. Comment croire que les islamistes fassent mieux, même s'ils se réclament de la tolérance et de l'ouverture? La révolution islamique iranienne. À la fin de l'année 1978, ma moyenne du premier trimestre était au plus bas, bien que je redouble mon année scolaire. Mais ça ne dérangeait plus personne. Mes activités islamiques s'étaient intensifiées au point que je me fichais complètement de mes études. Mon but était de plaire à Allah. Entrer au paradis après ma mort était la seule victoire que j'attendais. Ma mère quittait la maison à chaque dispute, on se retrouvait seul, et je devais alors m'occuper de tout. J'étais à bout de nerfs. Pendant les vacances d'hiver, je fuguais. Une nuit, je partis en direction de la côte avec un bâton et un baluchon comme j'avais souvent rêvé de le faire. J'arrivais au port de la Goulette, face à la mer. La lumière des étoiles se reflétait sur les vagues. Je passais la nuit à imaginer des rives lointaines. Lorsque je revins au matin, tête basse et affamé, mon père me sauta dessus. Il ne prit même pas la peine de me raisonner. Directement, dès qu'il me vit, il m'accrocha comme un mouton et commença à me frapper sur le dessous des pieds. Il voulait savoir où j'étais parti. Bien sûr, je refusais de le lui dire. Pendant qu'il me frappait, je me raccrochais à la pensée de Bilal ibn Rabah, le compagnon de Mohamed, quand on le torturait pour qu'il abandonne l'islam. Il résistait en répétant « Allah est unique, Allah est unique ». Je faisais comme lui, je répétais dans ma tête « Allah est unique, Allah est unique ». Mon père était assis sur une chaise et fumait sa chicha. Il continua comme ça des heures avant que ma mère ne vienne me délivrer de lui. Comme je n'avais pas pleuré, elle ignorait qu'il était en train de me frapper. Après cela, je ne pus pas tenir sur mes pieds pendant une semaine. Ma haine à l'égard de mon père monta encore d'un cran. Au début de l'année 1979, Salah Karkar nous fit un cadeau, une télévision en couleur. Mes frères et moi fûmes très contents de ce cadeau. Je regardais pour la première fois la télé en couleur. Avant, on avait une télé noire et blanc. Depuis l'infiltration islamiste, les chaînes italiennes nous étaient interdites. Quand mon grand frère rentrait, il les regardait en cachette, et parfois nous aussi. Avec la couleur, ce serait 1000 fois mieux. J'appréciais ce geste de mon beau-frère, mais je compris très vite pourquoi il l'avait fait. C'était pour venir tous les soirs avec ses amis suivre les informations sur la révolution islamiste en Iran. C'est ainsi que, quand le Shah d'Iran quitta le pays début 1979, on était tous dans le grand salon à crier « Allah est grand » avec des dizaines d'autres islamistes. La révolution islamique iranienne venait de triompher, mettant les rênes du pays entre les mains de Khomeini. Dès lors, la clameur de l'intégrisme gronda un peu partout en Afrique du Nord. Salah Karkar, qui était allé à Téhéran lors de ses études d'économie, avait vu sur place les prémices de cette révolution. Il était très ému et suivait minute par minute tout ce qu'il se passait. Pour lui, c'était l'exemple à suivre en Tunisie. Ce climat d'insurrection, ajouté au prosélytisme de mon beau-frère et aux conflits familiaux, accentua les troubles psychologiques dans lesquels je me débattais. Ce faisceau d'événements s'imprimait dans mon inconscient, faisant de moi la proie de toutes les contradictions, pour le meilleur, mais surtout pour le pire. J'avais fini par saisir l'ambition de mon Salah Karkar, fomenter un soulèvement populaire contre le gouvernement de Bourguiba. Depuis le début de l'année 1978, son activité islamiste s'intensifiait et devenait de plus en plus officielle. Il faisait partie des dirigeants du MTI, le mouvement politique qui prêchait le retour à l'islam orthodoxe en Tunisie. À la fin des années 70, les autorités tunisiennes fermèrent les yeux sur leurs activités parce qu'elles contrairent la montée communiste dans les universités. En effet, les communistes représentaient pour les islamistes l'engeance la plus dangereuse puisqu'ils disent haut et fort qu'ils sont athées, pire encore que Bourguiba, qu'il était mais qui n'osait pas le dire publiquement, selon mon beau-frère. Je connaissais à présent la détermination de ce dernier. Mais d'où provenait cette insistance démesurée à appliquer l'islam arabe en Tunisie? Pour le comprendre, il faut remonter aux origines du MTI, l'association pour la sauvegarde du Coran fondée en 1969 par 3 hommes. Rached Ghannouchi, un professeur de philosophie, dirigeait la revue Al-Ma'arifa et prenait la parole dans les mosquées. Ses prêches étaient de plus en plus suivis par les jeunes. Abdel Fattah Mourou, étudiant en théologie et en droit à l'université de Tunis, animait de cercles de réflexion, ainsi que Mida Ennefer, docteur de l'université Zitouna de Tunis et de la Sorbonne à Paris. C'est à eux trois que l'on doit l'apparition du mouvement islamiste,
inspiré du mouvement égyptien des frères musulmans pour contrer l'occidentalisation de la Tunisie. Au début, l'État tunisien toléra ces activités, qui se limitaient à l'incitation au bon comportement et à l'enseignement islamique. Quand ils surgirent en 1970 dans les universités très politisées, il y eut de nombreux débats et affrontements avec les partis politiques de gauche. Le MTI faisait une large place aux débats théoriques et politiques. Il commença à élaborer une ligne politique islamique. Prenant conscience que cette politisation, le gouvernement l'encouragea à contrer les partis de gauche, et surtout les communistes qui contrôlaient l'université. Ce feu vert gouvernemental permit au mouvement de grandir. Le MTI devint en quelques années le grand rival politique des partis de gauche, à cette époque où ceux-ci occupaient l'essentiel de l'espace politico-culturel. Vers 1974, il était devenu très présent dans les universités et la société tunisienne. Les femmes membres voilées se multipliaient. Leur voile bien spécifique, celui que portait ma sœur, clamait leur appartenance. C'était une sorte d'oriflamme. Les hommes aussi affichaient un style bien particulier, mon beau-frère le tout premier. Salah Karkar, né en 1948 à Bouder dans le Sahel, était issu d'une famille de paysans. Le Sahel tunisien a longtemps vécu dans la pauvreté. Le manque de considération de la part de l'État, vieux de plusieurs siècles, a forgé dans l'esprit des Sahéliens un esprit de revanche et même une fascination pour le pouvoir. Bourguiba est originaire du Sahel, de même que la majorité de ses ministres et des responsables politiques qui le suivirent. C'est un fait remarquable que la plupart des postes clés dans l'administration sont tenus par des Sahéliens. Les Tunisois, plus dilettantes, ont rarement accès à ces sphères. Mon futur beau-frère, un élève brillant, intégra l'université pour conquérir sa part de gloire et de pouvoir. À son arrivée, il s'agrégea aux islamistes qui exprimaient sa ligne de pensée. C'était une forte personnalité. Il devint l'un des dirigeants du MTI. Persévérant et inflexible, il fut considéré plus tard comme son homme de fer. C'est alors que où il préparait sa maîtrise d'économie qu'il fit la connaissance de ma sœur et qu'il l'entraîna dans le mouvement. En 1975, le mouvement n'était pas encore officiel devant la loi. En effet, la constitution tunisienne ne permettait pas très clairement le pluralisme politique avant les années 1980. Mais le MTI actionnait tous les leviers dans les mosquées, les universités, la société. Il s'infiltrait avec décision dans les familles du pays. On a vu comment dans la nôtre, pas uniquement dans les grandes villes, mais aussi dans les localités de l'intérieur oubliées par la politique de Bourguiba. Après la révolution islamique iranienne, le gouvernement prenant enfin au sérieux le danger potentiel du MTI qui dépassait largement les partis de gauche et menaçait les acquis bourguibistes, la police se mit à rassembler des informations sur ses membres. Le lycée El Ghazali. À présent, ma sœur et son mari ne vénéraient plus autant. La famille leur étant désormais acquise, ils propagèrent la parole islamique ailleurs, à part lors des réunions islamistes. Le nombre toujours plus important de participants les obligeait à se rabattre sur notre maison où la place ne manquait pas, dedans comme dehors. La maison ressemblait alors à la Mecque tellement il y a de gens, uniquement des hommes. Les femmes n'étaient là que pour aider mes sœurs à la cuisine. Et, bien sûr, mes frères et moi assurions le service entre la cuisine et la quantité d'hommes assis par terre partout dans la maison, la véranda et le jardin. Vers le mois d'avril 1979, ma mère craqua. Elle quitta la maison de nouveau, cette fois pour une longue période, et mon père me chargea de pourvoir aux tâches quotidiennes. Tu n'as aucun avenir puisque tu ne vas pas passer en secondaire. Alors, occupe-toi du ménage et de tes frères. Au moins, tu serviras à quelque chose. Désormais, en plus d'étudier l'islam le soir à la mosquée ou chez ma sœur, j'assurais le ménage, les courses, la préparation des repas, et je m'occupais de mes cadets. L'école devint le dernier de mes soucis. Pour moi, les études, c'était fini à jamais. Je pris la place de ma mère à la maison et m'occupais du jardin, où je cultivais des légumes et m'occupais des animaux. À la fin de l'année scolaire 1979, j'ai refusé de redoubler en classe de 6e année primaire, et déclaré que mon vœu le plus cher était désormais de cultiver la terre. Je m'occuperais des bêtes et des humbles. Mon beau-frère, voyant l'opportunité de me placer une fois pour toutes sous son autorité, me proposa d'exploiter des terrains agricoles qui lui appartenaient, et ce projet fut aisément entériné par mon père. Mais ma joie s'éteignit lorsque je me rendis compte que ce projet d'avenir était la risée de toute la famille. Cela me choqua profondément et me fit renoncer à mon dessein. Cette nouvelle blessure s'ajouta aux précédentes.
Ma sœur me proposa alors de m'inscrire à un cours de rattrapage d'un mois débouchant sur un examen d'entrée à une école privée. Mon père n'était pas contre, d'autant plus que mon beau-frère proposait de payer ma scolarité si je réussissais, car l'école était dirigée par des islamistes et dépendait du MTI. Cet établissement accueillait les jeunes en échec scolaire dans le but de former les guerriers de demain. L'été 1979, je travaillais donc d'arrache-pied pour me mettre à niveau. Je repris confiance, car toutes les questions de l'examen étaient en relation avec l'islam, et des mois et des lois de cours islamiques m'avaient donné des bases sur l'islam et son histoire. Finalement, la direction du lycée El Ghazali m'accepta en première année secondaire. Je ne fus pas peu fier, mais je soupçonne tout de même que mon passage en classe supérieure avait été rendu possible par l'intervention de mon beau-frère. Désormais, les dés étaient pipés. En septembre 1979, je rentrais en première année secondaire au lycée privé qui se trouve à la Médina, non loin de la maison de ma grand-mère, dans la rue de Sidi Abdel Salem, comme si le destin avait voulu que je retourne là-bas après toutes ces années. Je prenais le bus le matin. Le midi, j'allais manger chez ma tante qui habitait la maison de ma grande-mère, et là je retrouvais ma mère, qui restait chez sa sœur quand elle n'était pas à l'Ariana. Le soir, je rentrais à la maison. Ce changement me permit de mûrir un peu. Le lycée El Ghazali ressemblait à une école coranique moderne. Les professeurs étaient tous des islamistes et en majorité des hommes, à part 2 ou 3 femmes voilées. Les élèves étaient aussi en majorité des garçons. Il y a aussi quelques filles, voilées ou pas. Mais au bout de quelque temps, elles se voilaient toutes. Les cours tournaient tous autour de l'islam. Bien sûr les cours sur le Coran et l'éducation musulmane, mais aussi le français et l'arabe. Même en mathématiques, on nous parlait essentiellement des mathématiciens musulmans anciens. Et de même pour les sciences physiques. Ce n'était pas trop difficile pour moi, vu les bases que j'avais déjà sur l'islam. Aux heures de prière, on se ressemblait derrière le professeur, certains ne faisaient pas la prière. Mais avec le temps, ils se mettaient à la faire aussi. En résumé, le lycée était un lieu de recrutement. Il acceptait tout le monde, mais son vrai but était de recruter de futurs islamistes. Un matin de février, je me réveillais comme d'habitude pour aller au lycée. Ce jour-là, j'étais un peu en retard. En arrivant à l'arrêt de bus, il y avait beaucoup de monde. Le premier bus qui arriva était bondé, les gens se basculèrent pour monter. J'ai pu m'accrocher au bus, comme d'autres avec moi. On a été obligé de se tasser pour que la porte ferme. À l'arrêt suivant, la porte s'est bloquée. Elle n'a pas pu s'ouvrir. J'étais collé à la porte quand elle s'est soudain débloquée. J'ai eu le bras droit écrasé. Je me suis évanoui et je ne me rappelle pas la suite. J'ai repris connaissance dans l'ambulance. Un infirmier fouillait dans mes affaires pour prévenir mes parents. Je leur ai dit de prévenir ma mère. Celle-ci nous a rejoints à l'hôpital, paniquée. On est arrivé en 10 minutes, mais on est resté plus de 8 heures avant que le docteur puisse m'examiner, malgré l'urgence. Après avoir vu mon bras, il a ordonné qu'on me mette un plâtre. 2 mois plus tard, quand on m'a enlevé le plâtre, ma main droite ne s'ouvrait plus, et je ne pouvais plus la bouger. Le médecin a dit qu'on n'aurait pas dû me plâtrer car le bras avait des fractures multiples. Pour réparer le tout, il fallait une opération qui coûtait très cher et qui était difficile à faire en Tunisie. J'ai donc gardé ma main dans cet état. Heureusement, au bout de quelques mois, je pus remuer les doigts et tenir un stylo pour écrire, avec des difficultés. À la fin de l'année scolaire 1980, je passais en classe de 2e année secondaire avec une bonne moyenne, même si ce n'était pas le niveau de l'école publique. Cette réussite me rendit confiance. Cet été-là, malgré la tension familiale habituelle, j'étais plein d'espoir. Mon objectif était d'étudier pour servir la cause islamiste. Ma mère nous rendait à présent rarement visite, mais je la voyais chez sa sœur, à la Médina. J'étais le seul des enfants à garder un bon contact avec elle. Quand elle apprit que je passais dans la classe supérieure, elle me serra fort contre elle comme si j'étais son dernier espoir. Elle m'informa alors qu'elle allait divorcer de mon père, parce qu'elle ne supportait plus l'ambiance à la maison de l'Ariana, et qu'elle avait besoin d'un domicile à elle. Découvrez Ma vie, ma Tunisie, disponible en format papier et e-book sur lulu.com et amazon.com. Sinon, suivez le livre audio sur la chaîne et abonnez-vous pour recevoir toutes les nouveautés.